Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag dans lequel nous parlons d'une maladie qui touche beaucoup de monde autour de nous, en l'occurrence l'hypertension artérielle. Et oui, il s'agit de la première pathologie chronique en termes de fréquence dans le monde, mais aussi chez nous, puisque plus d'un tiers de la population algérienne adulte souffre de cette maladie. On s'attend en 2025 à ce que 29% de la population mondiale adulte sera hypertendue, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard d'individus. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner les moyens de reconnaître cette maladie souvent silencieuse, de savoir à quel moment on est hypertendu et puis de comprendre comment prévenir cette maladie, comment lutter contre ses complications, car mal contrôler l'hypertension artérielle peut entraîner des complications des plus graves. Elle peut atteindre des organes importants du corps humain, le cerveau avec l'AVC, le cœur avec l'infarctus du myocarde ou encore le rein avec l'insuffisance rénale. Ces complications s'avèrent certainement coûteuses pour l'État algérien, mais surtout entraînent une mortalité très élevée. Pour parler de tout cela et pour répondre aussi à vos questions posées sur la page Facebook de l'émission, j'aurai l'immense plaisir de recevoir pendant près d'une heure le docteur Boudjili Kahina. Vous êtes spécialiste en médecine interne, vous êtes installé à votre compte à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bienvenue. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Kishou Brahim. Vous êtes chef de service cardiologie au CHU de Tizi Ouzou. Vous êtes également président électif de la Société algérienne de cardiologie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous deux de répondre présent à cette émission pour éclairer un peu nos téléspectateurs. Beaucoup de questions ont été posées sur ce sujet sur la page Facebook de l'émission. On essaiera en tout cas d'y répondre. Mais pour commencer, alors je le disais à l'instant, plus d'un tiers de la population algérienne adulte est hypertendue. C'est énorme. C'est la première pathologie chronique. À l'annonce de la maladie, beaucoup de patients se retrouvent démunis et beaucoup d'entre eux manquent d'informations avec pour résultat un traitement insuffisant ou mal adapté. Ce ne sont pas mes propos, c'est le constat fait par plusieurs malades ou certains médecins généralistes. Quel est la réalité du terrain aujourd'hui, professeur? Est-ce qu'on arrive à contrôler l'hypertension de nos malades ou alors on est un peu très loin du contrôle tensionnel? La réalité du terrain n'est pas satisfaisante parce que, comme vous venez de le signaler, il y a plus d'un tiers de la population adulte algérienne et même à travers le monde qui est hypertendue. Et non seulement cette pathologie est fréquente, mais si on regarde le pool de patients hypertendus, à peu près un patient sur 5 qui se sait hypertendu ne reçoit aucun traitement. Parmi les patients traités, à peu près, on peut dire qu'un patient sur 2 n'est pas à l'objectif tensionnel, donc n'a pas normalisé ses chiffres de pression artérielle. Et pire encore, et ça c'est un phénomène mondial, c'est qu'à peu près 50% des patients hypertendus traités qui reçoivent leur traitement ne sont pas à l'objectif tensionnel et puis arrêtent leur traitement au bout d'une année. Donc il y a la mauvaise adhérence des patients, la mauvaise compliance des patients à leur traitement. Oui, on y reviendra plus longuement en tout cas tout à l'heure. Je le disais à l'instant, plus d'un tiers, le professeur l'a répété encore une fois pour dire l'ampleur justement que prend cette maladie. Plus d'un tiers de la population adulte est touchée par l'hypertension artérielle. À l'horizon 2025, on s'attend à ce que 29% de la population mondiale soit touchée par cette pathologie. Comment expliquer aujourd'hui qu'on ait autant d'hypertendus, docteur Boudjili? Ça va avec l'évolution des maladies chroniques, toutes maladies chroniques liées au syndrome métabolique. C'est lié surtout à l'inactivité, la sédentarité des gens et puis à la consommation excessive d'aliments gras, sucré, de sel, l'industrialisation de l'alimentation et qui s'est vue prendre plus d'ampleur avec une activité physique qui va en diminuant, ce qui explique l'apparition d'obésité, de surpoids sur un terrain qui est bien sûr génétiquement prédisposant. On va voir on est un pays, on est un pays à forte prédominance. Quand on parle de gènes, est-ce qu'on est un pays Non, tout comme le reste du monde, un peu plus en Afrique. Un peu plus en Afrique, on a plus d'hypertendus, mais sinon, ça reste globalement les mêmes chiffres. Ici ou ailleurs, dans le monde, ça reste les mêmes chiffres. Ça reste élevé. Je vais vous inviter à regarder justement un reportage, peut-être qui revient un peu pour expliquer un peu à nos téléspectateurs qu'est-ce que l'hypertension artérielle. Regardez, c'est un reportage signé Enis Aït Belkacem.
Une pression sanguine trop forte et dangereuse. Elle fatigue le cœur et abîme les artères. L'hypertension artérielle, une maladie chronique très répandue et qui n'a pas de signe avant-coureur. Pour en savoir un peu plus sur l'hypertension artérielle non contrôlée, nous avons été reçus par le professeur Naïma Adjroud, cardiologue et ancien chef de service des hôpitaux d'Alger. C'est un patient qui est hypertendu, mais qui néanmoins, les chiffres de pression ne reviennent pas à la norme, c'est-à-dire qu'il reste toujours au-delà des 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm pour la diastolique. Près de 80% des cas, il s'agit d'une hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire que c'est une hypertension pour laquelle il n'y a pas d'origine ou d'étiologie. On sait aujourd'hui que l'hypertension artérielle, elle est plutôt génétique. Comme toute pathologie, l'hypertension artérielle non contrôlée n'est pas sans risque et les dommages peuvent entraîner plusieurs problèmes. Ça peut être des atteintes cardiaques, à savoir un infarctus du myocarde. Ça peut être aussi de l'insuffisance cardiaque. Ça peut être aussi une atteinte au niveau artériel périphérique, c'est-à-dire une artériopathie. On peut avoir des complications très graves aussi, c'est l'insuffisance rénale. D'ailleurs, un patient avec une hypertension artérielle, il faut impérativement arriver à l'équilibre parce que s'il reste non stable au long cours, il peut finir avec une insuffisance rénale et aller à l'hémodialyse. Cette maladie qui touche un grand nombre de personnes en Algérie en compte le quart de la population. Les médicaments seuls ne sont pas toujours suffisants car il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène de vie. La prévalence de l'hypertension artérielle avant l'âge de 50 ans avoisinait les 30%. Ce qu'avait retrouvé aussi l'étude Tahina rapportée par l'INSP. Par contre, au-delà de 55 ans, on va retrouver que l'hypertension artérielle se retrouve dans 50% des cas. Donc le traitement médical est indispensable. Le traitement médical doit être pris à des horaires précises, à respecter, à ne pas oublier, mais il faut impérativement associer l'hygiène de vie. On a tendance à dire aux patients qui sont hypertendus, vous avez un tiercé gagnant. Le tiercé gagnant, c'est 0, 5 et 30. Le 0, c'est 0 cigarette. Le 5, c'est 5 fruits et légumes par jour. Et le 30, c'est 30 minutes d'activité physique au minimum 2 fois par semaine. Avoir une bonne hygiène de vie est primordial. Cependant, le meilleur moyen d'éviter les dégâts est de se faire dépister. Alors peut-être avant d'arriver justement aux dégâts qui peuvent être causés justement par cette maladie, qu'est-ce qu'une hypertension artérielle, professeur, tout simplement? À quel moment dit-on qu'on est hypertendu? L'hypertension artérielle, comme son nom l'indique, se définit par des chiffres de pression artérielle élevés. Qu'est-ce qu'on appelle des chiffres élevés? C'est une pression artérielle systolique, ou ce qu'on appelle un maxima supérieur ou égal à 140 mm de mercure, et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. C'est-à-dire quand on dépasse les 14,9, à ce moment-là, on est hypertendu, c'est ça? Oui. Comment on a défini ces chiffres? Ce n'est pas par hasard, c'est qu'on estime qu'au-delà de ces chiffres, le bénéfice lié au traitement, c'est-à-dire la réduction des complications et des événements cardiovasculaires, est nettement supérieur aux éventuels effets secondaires liés justement à ces médicaments ou au coût de ces médicaments. Donc quand les chiffres sont de façon persistante supérieure ou égale à 140 pour la systolique, 140 mm de mercure, et ou 90 mm de mercure pour la diastolique, on peut étiqueter le patient d'hypertendu. Mais l'élément le plus important, c'est qu'une valeur élevée, deux ou trois valeurs élevées ne suffisent pas. Il faut répéter les mesures soit en consultation, ou soit ce que l'on conseille actuellement, c'est de mesurer la pression artérielle en dehors du cabinet médical, en ambulatoire. Pourquoi? Parce que c'est plus reproductible. Et c'est mieux corrélé à l'atteinte des organes cibles et aux complications. Je pense que vous en avez répondu à moitié. Alors c'est une question qui est posée par justement un internaute ou un téléspectateur. Alors si on fait un épisode isolé d'hypertension suite à un grand stress au travail par exemple, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, on doit toujours s'inquiéter, mais il faudrait d'abord que ça soit des chiffres... tout dépend du chiffre en fait. On considère si c'est au-delà de... Si à partir de 18, 11, là, il faut vraiment s'inquiéter. Même si c'est un épisode isolé. Si c'est un épisode isolé, il faudra recontrôler bien sûr, mais ça
déjà c'est assez élevé pour dire que le patient est potentiellement hypertendu. Si là les chiffres sont moins que ça, moins de 18-11, là on a le temps de réfléchir et on a le temps de mesurer cette tension artérielle au moyen d'une automesure ou bien d'une MAPA, une mesure ambulatoire par un appareil qui se fixe pendant 24 heures. Et là on va statuer si le patient est hypertendu ou pas, en dehors bien sûr de la présence de complications. Il y a des patients qui sont hypertendus, ils ont déjà des complications, c'est au médecin de retrouver ça. Sans qu'il le sache. Il faut directement traiter. Voilà. Oui. Alors, vous le disiez à l'instant, professeur, que vous conseillez donc la mesure de la tension ou de la pression en ambulatoire. Comment cela doit se faire? Est-ce qu'il y a un mode opératoire, c'est-à-dire combien de fois par jour, combien de fois par semaine? Est-ce que tous les appareils aujourd'hui qui sont en vente sont fiables? Alors, tout d'abord, comme je le disais, une seule mesure ne suffit pas en général, parce que déjà la pression artérielle, de façon normale, de façon physiologique, est très variable, même d'un battement cardiaque à un autre. Elle n'est pas linéaire, elle est très variable. Donc, le but du médecin, avant de poser un diagnostic d'hypertension artérielle, c'est plutôt de moyenner, d'avoir plusieurs valeurs, et d'essayer d'approcher la moyenne ou le niveau tensionnel du patient, ce que l'on appelle dans le jargon médical la charge tensionnelle du patient. Alors, au cabinet, ce qu'on appelle la mesure de consultation, on peut avoir des chiffres qui sont à tort élevés, alors que en dehors du cabinet, la pression peut être tout à fait normale. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche. Donc, ce que l'on conseille avant de décider, parce que si on pose le diagnostic d'hypertension artérielle, la sanction thérapeutique derrière va être lourde, puisque le patient sera obligé de prendre des médicaments durant toute sa vie. Donc il faut être certain du diagnostic, et que les études épidémiologiques nous ont montré que quand on ne couple pas la mesure de consultation à la mesure en dehors du cabinet, on peut se tromper jusqu'à 30 à 35% des cas. Cette hypertension blouse blanche, son incidence ou sa fréquence est de l'ordre de 30%. Donc on peut être amené à traiter des patients qui en réalité ne nécessite pas de le syndrome de la médicaments. blouse blanche. Il y a aussi le fait aussi on conseille généralement aux médecins d'attendre quelques minutes avant de prendre, chose qu'on ne fait pas très régulièrement. C'est important. La problématique la plus importante en matière d'hypertension, pour ma part, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, il repose sur la mesure de cette pression artérielle. La mesure, elle doit se faire après au moins 5 à 10 minutes de repos, en dehors de tout stress, en dehors de toute douleur. Parce que si on a mal, la réaction de l'organisme, c'est d'élever la pression artérielle face à tout stress physique, mental ou psychique. Donc on met le patient au repos, au calme, après 10 à 15 minutes, en position assise. Et puis, idéalement, on prend 2 à 3 mesures à 2 minutes d'intervalle, et puis on fait la moyenne. Ou si on veut approcher réellement le niveau tensionnel du patient et confirmer le diagnostic, idéalement, c'est de demander au patient soit de la prendre soi-même chez lui, en domicile, par ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle. Et la règle la plus simple, c'est ce qu'on appelle la règle des 3. 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite, et les 3 prises, c'est à 2 minutes d'intervalle. Comme ça, on pourra faire la moyenne. Mais dans ce cas-là, les seuils retenus sont un peu plus bas, puisqu'on est en dehors du cabinet. C'est 135 mm de mercure pour la systolique et 85 mm de mercure pour la diastolique. Donc l'élément essentiel, c'est répéter les mesures. Oui. Et pour les appareils, vous n'avez pas répondu? Les appareils, alors, on devrait tous, même au cabinet médical, en consultation, se mettre à utiliser les appareils automatiques électroniques. Ils sont les plus fiables, et ils donnent, parce qu'ils suppriment, ils enlèvent l'erreur liée à l'écoute, à l'oreille, l'erreur liée à l'être humain. Donc, idéalement, utiliser des appareils... Mais on évite les appareils des poignets. Oui, c'est au bras. Parce que le poignet, c'est très variable. On utilise des appareils automatiques et au bras. D'accord. Alors, plus de 90% des cas d'hypertension artérielle sont silencieux. D'ailleurs, on l'appelle le silent killer, la tueuse silencieuse. Mais est-ce qu'il existe quand même des signaux qui peuvent nous alerter? Est-ce qu'il y a des symptômes, parfois, qui peuvent... Oui, bien sûr. Justement, c'est vrai qu'il est important de dire que la plupart
plupart du temps, c'est asymptomatique et il faut dépister. Par le moyen d'une mesure déjà au cabinet, c'est important que tout le monde se mette à prendre un peu la tension artérielle et se donner le temps de vérifier nos malades. Mais aussi, parfois, les patients peuvent se plaindre de céphalées, des douleurs à la tête, à la nuque, des tensions. Parfois, ils ressentent des sensations de chaleur, des bourdonnements, des acouphènes. Voilà, et des acouphènes. Ils ressentent des acouphènes. Tout ça va mener à prendre une tension artérielle, à chiffrer cette tension artérielle. Mais il faut dire qu'il y a des gens aussi qui ne ressentent pas ça. Il y a des gens qui vont venir au cabinet ou bien en consultation à l'hôpital avec des chiffres très élevés sans aucun symptôme. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment attendre les symptômes. La tolérance n'est pas la même d'une personne à une autre. La tolérance n'est pas la même. Il y a des gens qui s'habituent un peu à leurs chiffres tensionnels élevés, ce qui fait qu'ils ressentent plus cette élévation. Ça vous est déjà arrivé de voir des valeurs très élevées chez une personne qui n'a aucun symptôme? Surtout les sujets âgés, parce qu'ils ont tendance à tolérer mieux. Donc on peut avoir des chiffres jusqu'à 22 dysystoliques sans aucun symptôme. Donc les symptômes ne sont pas à attendre en matière d'hypertension artérielle, tout comme en matière de diabète. C'est le dépistage qui est important. C'est le dépistage. Oui. À partir de quel âge il faudra commencer à prendre sa tension artérielle, justement, puisque on arrive un peu aux facteurs de risque. Je pense que c'est une maladie souvent liée à l'âge. Oui, c'est une maladie liée au vieillissement des artères, des artères. Elle n'a pas de cause précise, sauf dans certaines situations. Donc, dans l'immense majorité des cas, on dit que l'hypertension est essentielle et que ça veut dire qu'elle n'est pas liée à une cause bien précise, donc en dehors des 5 à 10% des cas où on peut trouver une cause curable, mais sinon son incidence ou sa prévalence augmente avec l'âge. Donc je dirais qu'à partir de l'âge adulte, à partir de l'âge de 18 ans, au moins à l'occasion d'une consultation pour n'importe quel motif que ce soit, il est important de mesurer la pression artérielle. C'est quoi l'âge adulte ? Je dirais plus de 18 ans. Les prévalences que vous nous aviez données tout à l'heure, 35%, c'est une prévalence chez des patients ou chez des sujets âgés de 18 ans ou plus. C'est jeune quand même, 18 ans. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'on parle plus de personnes d'âge moyen. Exactement. La prévalence, elle augmente. Ce n'est pas la même entre 18 et 40 ans, et au-delà de 40 ans, et au-delà de 50 ans. Donc ça augmente avec l'âge. Et à partir de 50 ans, c'est vrai que la prévalence est à peu près un patient sur deux. Oui, ce qui est énorme aussi. Est-ce qu'on peut savoir les autres facteurs de risque ? On a parlé tout à l'heure du patrimoine génétique. C'est ça, on parle. Les facteurs de risque. C'est une maladie cardiovasculaire. De l'hypertension artérielle. Oui. L'hypertension artérielle, comme je disais, dans l'immense majorité des cas, elle est essentielle. Il n'y a pas de cause précise. Donc, les hypertensions secondaires, c'est à peu près 5 à 10%. Donc, le premier facteur prédisposant à l'hypertension artérielle, c'est l'âge. Au-delà de 40-50 ans, la prévalence commence à augmenter. Et puis, quand on parle d'hypertension, on a tendance on aime mieux parler de risque cardiovasculaire global, pas uniquement l'hypertension, le diabète, le tabac, la sédentarité. Donc, la mauvaise hygiène de vie, l'âge, éventuellement, l'hypertension n'est pas une affection génétique, il y a une prédisposition génétique. Quand on a des parents hypertendus, surtout à un âge relativement jeune, on est plus haut risque de faire l'hypertension, mais ce n'est pas une affection génétique. Ces mécanismes sont complexes, multifactoriels, et on l'étiquette souvent d'essentiel. Moi, je dirais que c'est une pathologie liée essentiellement à l'âge et à la mauvaise hygiène de vie. Oui. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Dr Boudjelli, justement du surpoids. En Algérie, aujourd'hui, on parle de 50% de la population qui est en surpoids. On a énormément aussi d'obésité. On a quelque chose comme 10 millions d'obèses. Est-ce que ça aussi peut être un facteur prédisposant à avoir de l'hypertension ? Bien sûr, ça concourt. On va dire qu'il y a des facteurs qui sont génétiques qui ne jouent pas tout le rôle. C'est vrai que quand on a des parents qui ont été atteints d'hypertension artérielle assez jeunes, ça veut dire qu'on est à risque de faire une hypertension artérielle. Mais le poids va multiplier. Le diabète, c'est la même chose. C'est une association de facteurs. Chaque facteur va multiplier l'autre. Absolument. Donc, chaque facteur va multiplier le risque d'apparition de l'autre. C'est vrai que l'hypertension artérielle est liée surtout à l'âge. On ne vieillit pas seulement, ce n'est pas notre peau qui
qui vieillit, c'est pas notre visage seulement, mais nos artères aussi vieillissent. Le mécanisme il y a une rigidité artérielle qui va s'installer de plus en plus. Il y a aussi des phénomènes d'oxydation. Il y a beaucoup de facteurs qui vont permettre l'apparition de cette hypertension. On dit qu'elle est essentielle, mais en fait, elle a des facteurs. Elle a il y a une physiopathologie derrière. Il y a beaucoup de mécanismes. D'ailleurs, c'est de là qu'on tire un peu le traitement. Le traitement est lié à la physiopathologie. Il y a beaucoup de mécanismes. C'est pas un seul facteur qu'on va dénombrer, mais c'est clair que la sédentarité, la mauvaise hygiène. C'est l'association aussi de plusieurs facteurs à la fois. C'est ça qui fait que. Non, généralement, quand on a une hypertension artérielle, nous on s'attelle toujours à rechercher d'autres facteurs de risque. Et un patient, on le prend globalement. On ne va pas traiter que son hypertension. Dès qu'il est hypertendu, on est obligé de rechercher les comorbidités ou les autres facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faudra prendre chacun en charge pour qu'il y ait pour améliorer justement le risque cardiovasculaire global et diminuer la mortalité liée aux événements cardiovasculaires. Oui. Professeur, on parle aussi d'hormones. Est-ce que les hormones la HTA peut avoir une origine hormonale? Est-ce que les femmes sont plus exposées à faire justement de l'hypertension artérielle? Non, plus exposées, non. En général, les femmes avant la ménopause, elles sont relativement épargnées, protégées par rapport aux hommes. Donc peut-être que c'est lié à leurs hormones, mais après la ménopause, les incidences des événements cardiovasculaires en général, les courbes se rejoignent, les courbes des événements cardiovasculaires. Par contre, quand vous me dites hormones, c'est vrai qu'il y a des maladies endocriniennes, en particulier les maladies de la surrénale, qui peuvent engendrer une hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle les hypertensions artérielles secondaires. Et si on les dépiste assez tôt, avant le remodelage vasculaire, justement, on peut guérir ces patients de cette hypertension. Mais ça, elles sont à rechercher surtout chez des sujets qui sont relativement jeunes. Le tabac, l'alcool aussi. Le tabac, l'alcool, c'est d'autres facteurs. Comme je disais, c'est d'autres facteurs qui concourent à augmenter avec l'hypertension, le diabète, la sédentarité, l'hypercholestérolémie, le risque cardiovasculaire d'un patient. C'est quoi le risque? C'est la probabilité pour ce patient de faire un événement grave, de faire une complication. Donc tout ce concourt, et l'un n'est pas la cause de l'autre. Oui. Alors, il y a une publication du English Journal of Psychiatry qui établit une corrélation claire entre le stress et des maladies comme le diabète, la HTA, l'eczéma et l'asthme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rapport établi entre le stress et l'hypertension artérielle? Il y a aussi une question justement sur la page Facebook dans laquelle la personne pose est-ce qu'il y a un rapport avec entre le tempérament et le fait de faire de la HTA, surtout lorsqu'on est jeune? Le tempérament, non, mais le stress il est reconnu comme étant un facteur de risque, autant que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., pour augmenter le risque cardiovasculaire de façon globale. Mais on ne peut pas dire que l'hypertension artérielle ou ce patient X hypertendu est hypertendu parce qu'il est stressé. Le stress concourt à augmenter les chiffres tensionnels, concourt avec la mauvaise hygiène de vie, avec l'obésité, avec l'âge, à augmenter, à rendre le patient hypertendu. Oui. Alors, et l'alimentation? Alors, on parle beaucoup du sel. Est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce qu'on doit éviter le sel lorsque, bien sûr. On a de l'hypertension artérielle? Est-ce que ça peut être une cause justement, l'alimentation? Ça fait partie du traitement. Ça fait partie du traitement que de diminuer le sel. Les apports doivent être inférieurs à 6 grammes par jour. Donc oui, le sel, c'est un facteur qui va augmenter l'hypertension artérielle. Et aussi, il y a des études qui ont dit même que les premières années de vie de l'enfant, s'il a été soumis plus à une alimentation trop riche en sel, il aura un risque plus important de développer une hypertension artérielle. D'ailleurs, ça fait partie intégrante du traitement que de diminuer le sel. Oui. Professeur, voilà qui nous emmène à parler un peu d'éducation thérapeutique. Je pense que c'est un point très important dans les maladies chroniques d'une manière générale, et peut-être de cette maladie qui touche énormément de monde et qui peut être mortelle, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous aujourd'hui que les médecins prennent le temps d'expliquer aux malades leur maladie et évitent surtout de ne pas tomber dans la ritualisation des prescriptions? Ce qu'on a tendance à voir dans la maladie chronique, que les médecins ont tendance
à refaire des prescriptions, mais souvent peut-être qu'on ne prend pas le temps d'expliquer la maladie aux malades. Dans l'hypertension artérielle, comme dans toute pathologie chronique, normalement, il devrait y avoir une consultation qu'on appelle consultation d'annonce. Consultation d'annonce. Où on Pour ça, informe, il faut des formations en plus de ça. où on informe le patient de sa maladie, des risques encourus, des traitements disponibles, en particulier lorsqu'ils sont efficaces, des mesures à prendre, que ce soit les mesures médicamenteuses ou les mesures d'hygiène de vie. Maintenant, il arrive que il y a trop de patients parfois dans les consultations qui font que le médecin est pris dans cette, cette machine, cet engrenage de malades qui consultent 30-40 patients au jour ou dans la consultation. Il arrive parfois que le médecin ne prenne pas tout le temps à chaque consultation pour essayer de réexpliquer la physiopathologie ou l'intérêt ou d'éduquer le patient en termes thérapeutiques. Il devrait y avoir dans les services, par exemple, de consultation d'hypertension artérielle, des infirmières dédiées justement à l'éducation des patients pour soulager un peu les médecins et les laisser et laisser ce volet-là à des patients, à des professionnels et des auxiliaires spécialisés. Oui. Alors, en quoi consiste finalement une hygiène de vie d'un hypertendu? On a parlé un peu justement tout à l'heure du sel. En quoi consiste Il n'y a pas que le sel en fait. Il n'y a pas que le sel. On le dit à chaque fois à nos malades. Lorsque vous avez un facteur de risque cardiovasculaire qui est modifiable justement, parce qu'il y a ceux qu'on ne peut pas modifier, tout ce qui est antécédents familiaux, tout ce qui est l'âge, on ne peut pas modifier ça. Au moins, les facteurs qu'on peut modifier, il faudrait s'acharner à améliorer. Lorsque quelqu'un se sait hypertendu, c'est clair qu'il va essayer d'éviter d'avoir le diabète. Donc, il va essayer de diminuer le risque de dyslipidémie. Il ne va pas fumer. Parce que déjà même le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire qui ne s'annule qu'au bout de 3 ans à partir de l'arrêt, ce qui est très important. Or, les patients n'adhèrent pas forcément. C'est ça la difficulté du traitement de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas tant les médicaments qui manquent, on a un grand arsenal thérapeutique. Je ne sais pas si le professeur est d'accord avec moi, on a quand même assez. Donc, mais c'est pour ça que je parlais justement de cette éducation thérapeutique et du rôle du médecin, entre autres dans la consultation d'annonce, mais d'une manière générale, on a l'impression quand même que les médecins, parfois, tombent dans ce piège justement de ritualisation des prescriptions. On ne prend pas le temps d'expliquer aux malades à chaque fois les risques de cette maladie. C'est vrai, parfois il y a des insuffisances, mais il y a des insuffisances et on essaye toujours de faire mieux. Il faut le dire, il faut qu'on essaye de faire mieux à chaque fois, éduquer le patient, s'aider peut-être d'auxiliaires de santé qui vont nous aider par rapport à certains régimes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir seulement de diminuer le sel, il faut aussi diminuer le sucre, diminuer le gras, essayer de perdre du poids, parce que la perte de poids, elle est recommandée même dans le traitement de l'hypertension artérielle. Il faut qu'on diminue il faut qu'on reste dans les objectifs avec un IMC inférieur à 25 ou bien au moins diminuer le poids de 10%. Pour apporter un peu du bien, même par rapport à l'équilibre tensionnel. Favoriser une activité physique. Nous, on dit à nos patients 30 minutes de marche, 3 fois minimum, voire 5 fois par semaine. Marche rapide, soutenue, une activité physique, c'est très important. Sans ça, on ne peut pas améliorer. Les médicaments n'améliorent pas le patient lorsque le patient mange ce qu'il veut, prend le traitement quand il veut ou l'arrête quand il veut. Ça, c'est impossible. Pour avoir un équilibre tensionnel et diminuer le risque global cardiovasculaire, il faudrait vraiment faire des efforts. Il faudrait faire des efforts du point de vue, c'est-à-dire thérapeutique, prendre son traitement à temps et du point de vue aussi nutritionnel. Oui. Professeur, comment justement concilier peut-être aujourd'hui, c'est pas un peu dans notre nature, hein, peut-être que c'est un peu la nature humaine, on parle de ce problème de non-observance de médicaments ou du non-respect aussi d'une bonne hygiène de vie. Comment
faire en sorte que le malade puisse ritualiser avec sa prise médicamenteuse? Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Vous touchez là un point très, très important en matière d'hypertension artérielle. Cette non-adhérence des patients au traitement, elle touche à peu près un patient sur deux, donc 50% des patients abandonnent partiellement ou totalement leur traitement au bout d'une année de prescription. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Il n'y a pas une seule cause, c'est multifactoriel. Tout d'abord, l'hypertension, comme vous l'avez déjà souligné en préambule, elle est le plus souvent silencieuse et un patient parfois, si on ne lui explique pas suffisamment, si on ne prend pas le temps de l'écouter, de l'éduquer, n'arrive pas à comprendre qu'il soit astreint à prendre des médicaments durant toute une vie alors qu'il n'a aucun symptôme. Deuxièmement, ça peut être lié aussi au coût des médicaments, surtout si le patient n'est pas assuré. Ça pourrait être également lié au fait que les patients hypertendus sont souvent polymédiqués parce qu'ils sont diabétiques, ils ont déjà fait un événement cardiovasculaire, donc l'ordonnance est déjà assez chargée. Donc ils peuvent ne pas prendre tous les médicaments. Et puis il y a aussi les effets secondaires des médicaments. Donc Absolument. il faut, dans la consultation... Ça c'est un point très important. Très important, dans la consultation d'annonce, il faut écouter le patient, il faut l'en informer. On a l'impression, si vous permettez, on a l'impression justement que les médecins, là aussi, ils ne font pas vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, je ne parle pas de tous les médecins, mais je parle quand même des échos qu'ont les malades ou que font les malades. Ils disent généralement que je n'ai découvert l'effet secondaire c'est-à-dire après avoir pris le médicament. Quand un médicament peut donner, par exemple, des problèmes d'érection, je pense que le minimum, c'est de dire au malade qu'il peut avoir ce genre d'effet secondaire. Tout à fait. Dans la consultation d'annonce, on est obligé d'informer le patient des éventuels effets secondaires ou effets adverses et de dire au patient de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a d'autres solutions thérapeutiques. Il n'y a pas un seul médicament pour l'hypertension artérielle. Nous avons tout un panel de médicaments et que les effets secondaires ne sont pas très très fréquents comme on a tendance à le penser et que moi je pense puisqu'il y a une large palette de traitements, on peut changer. Justement, donc il suffit d'en informer le patient pour qu'il ne le découvre pas comme ça par surprise. Je pense que autant que faire se peut, on essaye durant la première consultation d'annonce, de cerner un peu la problématique des effets secondaires, de la tolérance des médicaments, de l'adhérence du patient aux médicaments, etc. Puis on essaye au fur et à mesure, parce que c'est un contrat qui s'établit entre le médecin et son patient. C'est un traitement qui va durer des années, toute une vie. Donc, et puis on essaye d'affiner les choses au fur et à mesure des consultations. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire durant la consultation d'annonce, mais les points essentiels comme les effets secondaires sont importants à signaler pour le patient. Et puis la plupart des effets secondaires, pour la plupart, ce sont des effets secondaires mineurs. C'est-à-dire que le gain qu'on a c'est-à-dire il y a toujours une balance entre le gain et la perte qu'il faudra expliquer au patient. Lorsque le gain est supérieur à la perte, j'accepte ce médicament et ce médicament est mieux accepté. Si je dois avoir un équilibre tensionnel au prix de quelques petits œdèmes, ça pourrait être mieux toléré. Oui. C'est-à-dire il faut juste expliquer. Il n'y a pas que ça, peut-être des fois qu'il y a des problèmes quand même de vertige, il y a des problèmes de douleur musculaire. Mais ça reste à l'initiation. Généralement, c'est à l'initiation. C'est le début. C'est-à-dire ça va disparaître au fur et à mesure. Il y a des effets secondaires qui disparaissent avec le temps. Il y a d'autres qui sont gênants et on peut basculer vers d'autres thérapeutiques. Mais il faudrait toujours signaler les effets secondaires au médecin au lieu d'arrêter directement le traitement. Alors, professeur, quelle est la stratégie et quelle temporalité? Alors, comment ça se passe pour contrôler une maladie? Alors, on voit le malade au bout d'un mois, quand on le voit dans une première consultation, comme vous disiez, d'annonce. Au bout de combien de temps on va le voir? Et puis, s'il est sous traitement, il faudra attendre combien de temps pour que son hypertension puisse se stabiliser? Alors, idéalement, il faudrait, avant d'instaurer un traitement, de confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle par une autre mesure ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Une fois le diagnostic confirmé, donc en plus des mesures d'hygiène de vie visant les différents facteurs de risque, on instaure un traitement et actuellement la tendance est dans l'immense majorité des cas de donner un comprimé,
mais qui est combinée. monothérapie. Une bithérapie. On est passé de la mono à la bi parce que il est difficile dans l'immense. Mis à part quelques cas particuliers, il y a une petite niche, mais dans l'immense majorité des cas, en 2021, il faut commencer le traitement par une bithérapie. Mais une bithérapie entre guillemets intelligente, puisqu'il y a 2 médicaments dans un seul comprimé. C'est une combinaison fixe, ça permet d'améliorer l'adhérence du patient, mais de viser plusieurs mécanismes, au moins 2 systèmes qui sont impliqués dans l'hypertension artérielle. Donc une combinaison fixe. Et puis l'objectif auquel on s'astreint en général, c'est d'essayer idéalement de normaliser la pression artérielle au bout de 3 mois. Plus on le fait, plus on les contrôle tôt, mieux c'est d'un point de vue complications ou survenue des événements. Donc on instaure un traitement et on le revoit à 4 semaines en moyenne pour essayer de voir est-ce qu'on a normalisé ces chiffres tensionnels ou non. Si c'est le cas, donc on maintient le même traitement. Sinon, on réajuste, on met un autre traitement et on le revoit dans un mois. Donc l'objectif, c'est d'être en dessous des 140-90 au bout de 3 mois de traitement. Oui. Alors l'enjeu est plutôt de mettre en sécurité le malade, c'est-à-dire quand on le voit dans une première consultation, de le mettre en sécurité, c'est-à-dire le mettre sous un traitement pharmacologique, ou plutôt on va commencer par parler d'hygiène de vie. Comment ça se passe en fait? Quelles sont les recommandations? En fait, le professeur vient d'en parler justement. Maintenant, on est plus directement. On commence directement, voilà. C'est-à-dire le mettre d'abord en sécurité. Non, c'est pas ça. C'est parce que lorsqu'on est dans le train d'une hypertension artérielle, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut savoir qu'on ne peut évoluer qu'en augmentant les chiffres. Cela, c'est lié déjà à l'âge. On l'a déjà bien dit. La rigidité artérielle qui va s'aggraver de jour en jour, la sédentarité, il y a tout ça. C'est l'évolution naturelle de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire on ne peut pas baisser pour réguler cette tension artérielle avec une bonne hygiène de vie. Pourquoi on est passé de la mono à la bithérapie justement? Parce que là, on s'est rendu compte qu'il y a rapidement un échappement thérapeutique et c'est tout à fait normal parce qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à une hypertension artérielle. Donc au lieu de gérer un seul facteur, on va gérer plusieurs pour avoir un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle. Ce qu'il faut expliquer. Est-ce qu'on peut baisser après? On commence d'emblée avec une bithérapie. Est-ce qu'on peut revenir à une monothérapie si l'hypertension elle est contrôlée? Habituellement, non. C'est rare. Si elle est contrôlée, c'est ce que l'on recherche. Maintenant, quand est-ce qu'on lève le pied? Quand est-ce qu'on peut faire marche arrière? Si le médicament est mal toléré, c'est-à-dire s'il entraîne des hypotensions. Il arrive, mais ce n'est pas fréquent, que le patient soit en hypotension avec des symptômes, des vertiges et des chutes. Là, il arrive qu'on lève le pied. Dans l'immense majorité des cas, on commence par une bithérapie, sauf les sujets très âgés, au-delà de 80 ans, fragiles, pour lesquels on maintient encore une monothérapie, ou les sujets qui ont une petite élévation de la pression artérielle entre 140 et 150 sans autre facteur de risque. Voilà. Je vais vous inviter à nous rejoindre donc pour la rubrique Focus du docteur Bechtel. Et bonsoir docteur. Bonsoir, monsieur Dan. On parle aujourd'hui avec vous des influenceurs de la tension artérielle. Nous parlerons ce soir des influenceurs de la tension artérielle. Il ne s'agit pas d'influenceurs sur réseaux sociaux ni sur réseau Internet, mais il s'agit principalement d'éléments qui font partie de notre vie, de nos comportements et de notre vie quotidienne qui augmenterait la pression qui augmenterait à coup sur la tension artérielle. Oui. Alors, j'imagine qu'on va parler en premier lieu de l'alimentation. L'alimentation, effectivement, mais plus particulièrement une alimentation riche en sel. Alors, le sel, c'est cet ami qui nous veut du mal, et cet ami sans lequel nous ne pouvons pas vivre. En réalité, on ne peut pas manger en temps normal sans mettre de sel, surtout si on s'est habitué justement à partir de l'âge jeune à manger salé. Alors, nous allons développer... Arrêter les anchois. Absolument, il faut les éviter une fois atteint un certain âge. Le sel, comment entraîne-t-il une hypertension artérielle? Pour schématiser et simplifier, son action est de retenir les liquides au niveau de l'organisme, au niveau des tissus, au niveau des artères, ce qui fait un effet direct sur l'augmentation de la pression artérielle. Et plus on consomme de sel, plus on est sujet
à avoir des chiffres tensionnels élevés. Pourquoi agir sur cet axe-là? Parce que dans la prise en charge d'un malade hypertendu ou bien d'un cardiopathe en général, il y a lieu d'agir sur cet axe-là en diminuant l'apport en sel quotidiennement. Il n'est jamais question d'arrêter complètement la consommation de sel parce qu'on ne peut pas vivre sans sodium en réalité, mais plutôt de diminuer la quantité qui est consommée quotidiennement de telle façon à avoir un équilibre tensionnel correct. Oui, il y a aussi les émotions qui vraisemblablement aussi pourraient influencer notre tension artérielle. Absolument, les émotions en général, mais le stress, cette maladie qui nous guette à tout moment, cette maladie qui nous, plus on avance dans notre carrière, dans notre âge, on est stressé, un stress qui soit aigu ou qui soit chronique. Les gens qui ont un travail qui est quotidiennement stressant, la pression au travail, la pression parfois dans nos entourages familiaux, sociaux, professionnels, ou sinon un stress aigu qui nous tombe, une information qui nous bouleverse d'un seul coup, des émotions, une information qui nous rend triste d'un seul coup, ou sinon parfois une bonne nouvelle qui nous rend heureux, mais de toutes les façons, ces émotions et ce stress vont faire augmenter la tension artérielle. Le mécanisme, encore une fois pour schématiser, c'est une sollicitation de la sortie vers l'action de l'hormone du stress qui est l'adrénaline. L'adrénaline agit directement sur les vaisseaux, elle les fait contracter et donc elle fait augmenter la tension artérielle de façon très sensible. Oui, il y a un autre facteur aussi qui serait un grand effort physique. Un grand effort physique brusque, brutal, qui n'est pas proportionné, qui n'est pas adapté aux performances physiques de la personne, à son âge, va directement être à l'origine d'une augmentation de la tension artérielle. Beaucoup de personnes font des pics hypertensifs après avoir fait beaucoup de travaux chez eux, donné un coup de main aux ouvriers chez lui, alors que lui, il a dépassé les 50 ans, il n'a pas la capacité de le faire, il est exposé à l'hypertension artérielle, et donc il verra sa tension artérielle augmenter, et beaucoup d'accidents cardiovasculaires surviennent après un effort physique brusque et non contrôlé. Oui. Et comment faire justement pour avoir une bonne tension artérielle en finalité? Alors en réalité, Dieu nous a dotés d'un organe qui est très important, qui s'occupe de la régulation de la tension artérielle, qui est le rein, ce rein qui s'occupe non seulement de l'épuration du corps, de toutes les toxines qui existent en son sein, mais surtout d'éliminer le surplus de liquide qui existe au niveau de l'organisme et donc de maintenir une tension artérielle correcte. Par ailleurs, une activité physique qui est adaptée à la corpulence de la personne, au meilleur des cas encadrée par des conseils médicaux si la personne a dépassé l'âge de 40 ans ou 50 ans et qu'elle a passé beaucoup de temps sans activité physique, aussi va jouer un rôle très important sur l'appareil cardiovasculaire. On dit que le sport est le meilleur bêta-bloquant lorsqu'il est pratiqué de façon continue et de façon régulière. Alors la diminution, bien sûr, de tout ce qui est l'alimentation riche en sel, l'alimentation rapide. Alors non seulement on mange rapidement, on digère mal, on mange salé et on augmente le stress pendant l'alimentation, et tout cela va concourir à augmenter la tension artérielle. Manger sain, manger peu d'aliments très salés, manger peu pendant la soirée, manger léger, va permettre à la personne de maintenir un équilibre tensionnel plus ou moins correct. En dernier lieu, on va citer bien sûr la lutte contre le stress. Ce n'est pas évident. Lorsqu'on dit ça aux patients, ils vont nous dire mais qui n'est pas stressé? Au fait, ce que nous allons conseiller en réalité, c'est d'essayer de maintenir un petit peu, de contrôler un petit peu ses émotions, de relativiser. Et lorsque les personnes se sentent en détresse psychologique, il ne faut pas hésiter à aller consulter un psychologue, un psychiatre, de faire de la relaxation. Et ce sont des moyens
s'ils sont bien Faire utilisés. l'hypnothérapie aussi aujourd'hui, les effets de ce genre de thérapie sont avérés aussi pour lutter contre le stress. Ah oui, l'hypnose, la relaxation sont des moyens très très importants qui vont agir sur le rythme cardiaque, sur la tension artérielle et qui permettent à la personne de vivre avec une tension artérielle plus ou moins correcte. Oui, merci beaucoup, Dr Mejdel, pour toutes ces explications. On vous revoit mercredi prochain. À mercredi prochain. Oui. Alors, on a parlé, professeur, justement des traitements, on a parlé un peu des effets secondaires. Alors, que faire devant une hypertension qui résiste au traitement? Alors, le terme de résistance à l'hypertension artérielle obéit à certaines règles. Alors, il y a l'hypertension, pour dire résistante, c'est une pression artérielle qui n'est pas à la cible, c'est-à-dire qui ne descend pas en dessous de 140-90 mm de mercure, malgré 3 médicaments anti-hypertenseurs. Donc pour dire qu'il y a de la résistance, il faut au moins 3 médicaments. Alors ensuite, que faire? Tout d'abord s'assurer qu'il s'agit réellement d'une vraie résistance. Une vraie résistance, premièrement, il faut s'assurer que le patient prend réellement ses médicaments, parce que s'il ne les prend pas, c'est normal que sa pression artérielle reste élevée. Deuxièmement, il faut s'assurer que le patient ne prend pas trop de sel, trop d'alcool ou des médicaments qui peuvent augmenter la pression artérielle comme les corticoïdes, la pilule œstroprogestative, etc. Enfin, troisièmement, il faut s'assurer qu'on n'est pas passé au tout début à côté d'une cause secondaire, comme je disais, les causes endocriniennes, parce que ces causes-là, elles sont curables, donc il faut aller les dépister par des moyens biologiques ou par de l'imagerie. Et enfin, il faut s'assurer que également on n'est pas passé à côté d'un effet blouse blanche, parce que si l'on ne mesure que la pression artérielle au moment chez le médecin, on trouvera des chiffres élevés. Donc il faut faire au patient une automesure ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Alors, quand on aura fait tout ce travail, toute cette enquête étiologique, quand on aura passé en revue toutes ces étapes-là, il ne restera que 5 au max 10% de patients qui sont 5, 8, 10% qui sont dits résistants. Alors là, il ne faut pas hésiter à les envoyer dans des centres spécialisés en hypertension artérielle. Mais ça reste encore dans le domaine des études cliniques, il y a des méthodes non pharmacologiques, donc des méthodes comme la dénervation rénale qui consistent à aller au niveau des artères rénales. On a combien de centres de ce genre aujourd'hui en Algérie? Alors les centres, ce n'est pas encore en pratique clinique, donc c'est des centres, ça doit se faire dans les centres de cathétérisme cardiaque. Le geste est simple. Tous les centres dédiés ou tous les centres dotés d'une salle de cathétérisme pourraient réaliser cette dénervation rénale, mais pour le moment, les résultats de ces traitements non pharmacologiques sont encore mitigés et que seuls les patients inclus dans des études cliniques pourront en bénéficier. Alors, docteur Boudjili, je le disais tout à l'heure, les Américains appellent l'hypertension artérielle le silent killer, qui veut dire le tueur ou la tueuse silencieuse. Pourquoi c'est aussi dangereux? C'est dangereux parce que ça a des effets qui peuvent être qui peuvent amener le patient aux urgences, soit c'est justement des répercussions, complications à court terme ou bien des complications à long terme. Donc des fois, lorsqu'on ne contrôle pas l'hypertension artérielle, on peut être amené à faire des complications aiguës qui peuvent même emporter le malade. On peut avoir des œdèmes aigus du poumon, ce qu'on appelle les urgences hypertensives, des AVC, des insuffisances rénales aiguës. On voit bien des cas aussi, ce qu'on appelle les HELP syndrome chez la femme enceinte qui va compliquer d'une hypertension artérielle, qui va finir par carrément ce qu'on appelle des vascularites carrément avec beaucoup de complications. Donc voilà pourquoi l'hypertension artérielle peut être tueuse. On peut avoir un infarctus, c'est un syndrome coronarien aigu qui peut tuer nos malades. Donc tout ça, c'est des complications aiguës. Et là, si on s'en sort et on n'a pas des complications aiguës, à long terme, si on ne suit pas une maladie comme celle-là, c'est les répercussions sur les organes nobles, c'est sur le cœur qui va d'abord s'hypertrophier
puis il y aura des insuffisances cardiaques, on peut avoir des artériopathies des membres inférieurs, donc on peut avoir une insuffisance rénale chronique avec des néphroangioscléroses et on peut avoir parce que une insuffisance une néphropathie. Donc, tous les organes sont vascularisés, donc tous les organes peuvent être touchés ou endommagés par cette maladie. Tout comme le diabète. Donc là où on atteint les vaisseaux, on peut avoir des complications. Donc on parle surtout de ces complications qu'on connaît, même les complications oculaires. Donc on peut avoir... Absolument, c'est une cause de cécité. Voilà, cécité. Donc tout ça, c'est une maladie qui n'est pas très symptomatique, mais lorsqu'elle est symptomatique, malheureusement, c'est qu'on a des complications graves. Voilà. Et un point aussi qui est très important aussi dans cette maladie, c'est peut-être la c'est le fait d'être une cause de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ça, c'est un point aussi qu'on ne développe pas beaucoup. Beaucoup de gens l'ignorent. Oui, c'est ce qu'on appelle les démences vasculaires. Absolument. Parce que ça détruit un petit peu les petites artères du cerveau et donc les neurones qui sont à côté de ces petits vaisseaux, ce qu'on appelle les démences vasculaires. Tout à fait. Il y a pas que... C'est ce qu'on appelle... on l'appelle tueur silencieux, comme ça vient d'être dit, c'est que silencieux parce qu'il n'y a pas de symptômes, mais à plus ou moins long terme, il y a des complications ou des événements cardiovasculaires graves comme les accidents vasculaires cérébraux, ischémiques ou hémorragiques. Les complications sont inévitables, professeur? Non, si la pression artérielle... Alors, ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des traitements efficaces, globalement très bien tolérés, et qui réduisent de façon importante ou drastique les événements cardiovasculaires. Vous voyez, à titre d'exemple, si on abaisse la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure, donc un point, on passe de 14 à 13 par exemple, on diminue les accidents vasculaires cérébraux de 30%, on diminue les infarctus du myocarde de 20% et la mortalité de 20%. Donc l'hypertension, c'est fréquent, c'est grave, mais heureusement que nous disposons actuellement de médicaments très efficaces et qui réduisent ces événements cardiovasculaires. Ils sont disponibles aujourd'hui parce qu'il y a quand même une crise un peu de traitement en ce moment, des ruptures. Nous avons globalement le traitement de l'hypertendu est à peu près standardisé. Il y a 3 familles de médicaments, il y a un trio gagnant qui ont montré qu'avec ces médicaments on diminue ces événements. Ils sont tous disponibles chez nous avec un large choix en termes de molécules, de familles et de posologie. Le problème principal dans le traitement de l'hypertension artérielle, et ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est cette mauvaise adhérence des patients au traitement et sur laquelle il faut jouer, essayer de l'améliorer. Voilà, on est pratiquement à la fin de l'émission. Je ne sais pas s'il y a quelques questions que j'ai prises de la page de l'émission. On va essayer d'y répondre très brièvement. Alors l'hypertension, ça on a déjà répondu, donc entre le tempérament et l'hypertension. Alors quel rapport entre l'hypertension et les acouphènes ? Les acouphènes, un hypertendu peut avoir des acouphènes, en particulier en cas de poussée tensionnelle aiguë, mais tous les acouphènes ne sont pas liés à l'hypertension artérielle, c'est plutôt des causes liées à la pathologie de l'oreille. Oui. Est-ce que l'angine de poitrine est due à l'hypertension, Dr Boudjili ? Alors, l'angine de poitrine, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est un éveil, on va dire, c'est le spasme des coronaires qui va donner une douleur qu'on appelle classiquement l'angine de poitrine. En fait, c'est pas l'hypertension directement seule, c'est plusieurs facteurs. C'est un spasme coronarien, c'est une plaque athéromateuse, c'est plusieurs facteurs. On va dire ça concourt à l'apparition d'une angine de poitrine ou d'un syndrome coronarien quelconque. En fait, c'est la même chose. Avoir une angine de poitrine ou un IDM, pour nous, c'est la même signification. Ça veut dire qu'on a des coronaires qui sont bouchés. Et les coronaires bouchés, c'est le diabète, le tabac, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, c'est le tout. C'est plusieurs facteurs. C'est pas seulement un seul facteur. Absolument. Voilà. L'importance du fond d'œil, professeur, pour détecter la pression artérielle, mais aussi la gravité des complications oculaires dues à une HTA élevée. Oui, est-ce qu'il est important de faire ça régulièrement? Oui, une fois par année ou de façon un peu plus espacée, si la pression artérielle est contrôlée, pas uniquement le fond d'œil, c'est ce qu'on appelle les organes cibles de l'hypertension artérielle, voir le cœur, les reins, un fond d'œil, etc. C'est le bilan des complications. Il est utile de le faire une fois par année. Oui. Alors une personne dit qu'elle vit pratiquement avec une tension de 9,5. Quels sont les risques d'une hypotension?
Chez le sujet normal, parce qu'il faut distinguer hypotension chez le sujet qui n'est pas traité, normal non hypertendu, et le sujet qui est hypertendu, traité et qui se met en hypotension. Pour l'hypertendu traité qu'on met en hypotension, la solution est simple, il faut lever le pied, diminuer les médicaments, le nombre ou la posologie pour éviter les hypotensions, les chutes, etc. Au lieu de réduire la posologie, passer de 10 à 5 mg en fonction des médicaments, ou réduire le nombre de médicaments. Si à 3, on passe à 2. Mais chez les sujets normaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une relation linéaire entre le niveau de pression artérielle, les événements cardiovasculaires et la mortalité. Plus la tension est basse, mieux c'est en termes de mortalité, en termes de survie. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, en tout cas, à vos questions. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas de vous rendre sur la page de l'émission, de vous abonner, laisser vos commentaires ou vos suggestions. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.